Il y a eu les Espagnols, par exemple, on avait fait un comptoir, ils ont vécu 7 siècles en même temps. Et puis après, les Turcs sont arrivés aussi derrière, et puis etc. C'est toute une histoire, la Méditerranée. Et la Méditerranée est, au fond, un lieu de tolérance des peuples. Et ce que je dis pour l'Algérie, mais je le dis aussi pour le Moyen-Orient, si vous regardez bien pendant des siècles, il peut y avoir eu des explosions de tensions, etc. Mais au fond, les peuples entre eux ont toujours vécu et ont toujours su trouver le mode pour vivre en paix, pour vivre ensemble. Et donc, dans ce mode-là, ce monde méditerranéen en particulier, qui est à la fois le mélange de toutes ces cultures, de toutes ces religions, etc., dans ce monde-là, cela m'a fait enfant. Et avec mes parents, combien de fois j'ai pu être invité à des mariages arabes, etc. Moi, enfant, j'étais plutôt avec du côté des femmes, etc. Mais au fond, j'étais bien. J'aimais ce monde. Et ma religion personne en même temps, il y avait des prosélytes à vouloir imposer la religion de l'un ou de l'autre. Et on était plutôt dans le respect, la tolérance des uns et des autres. Et puis, bien évidemment, j'ai connu la guerre d'Algérie, enfant, et en même temps la violence. Et la violence, une violence extrême. Alors même que Oran est un lieu de tolérance et de paix, jusque dans les années 61, d'accord, c'est l'OS, c'est-à-dire les groupes extrémistes qui ont radicalisé. Et j'essaie en même temps de le lire dans le livre. L'OAS a voulu de force imposer l'Algérie française, de force, en radicalisant, pour imposer une certaine manière de voir aux autres. Et donc j'ai connu la violence. J'ai connu la violence, mais qui n'était pas algéro-française. La violence était franco-française. L'OAS s'en prenait à l'armée française pour imposer l'Algérie française, parce que la France était en train de se désengager pour donner l'indépendance à l'Algérie. Et ceux qui tiraient depuis nos bâtiments où nous habitions sur les soldats français qui étaient là pour nous protéger, c'était l'OAS qui le faisait, c'est-à-dire des Français d'Algérie, dans une organisation secrète qui voulait imposer cela. Et c'est eux qui tuaient en même temps les Algériens qui étaient dans la rue, etc. Et vous le verrez dans le livre, je l'explique. La violence que j'ai vue enfant, d'accord, est une violence qui venait de groupes radicaux extrémistes, dont j'ai au moins profondément horreur aujourd'hui, de ces gens qui utilisent la violence. Et bien, vous comprenez pourquoi Daesh et les autres utilisaient la violence en même temps pour imposer sa façon de voir est quelque chose qui m'insupporte profondément. Et puis quoi? Et puis il a fallu partir d'Algérie. Et c'est l'OAS encore qui faisait que les hommes n'avaient pas le droit de suivre. D'accord? Ils voulaient faire la terre brûlée. L'OAS empêchait les hommes de partir. Ils ne laissaient partir que les femmes et les enfants. Comme ils avaient radicalisé, tout le monde avait peur ensuite de ce que pouvait être l'indépendance et que les Algériens allaient s'en prendre à nous. Et donc ils avaient créé un sentiment de terreur qui faisait que tout le monde voulait partir à un moment donné en 62. Et je me suis retrouvé avec ma mère, avec mes sœurs. Mon père n'a pas pu venir parce que l'OAS était à l'entrée du port. Et je me suis retrouvé enfant comme un réfugié. Et nous étions sur le bateau, avec tout le monde en train de pleurer, etc., traverser la Méditerranée, arriver ensuite à Marseille, là voir la Croix-Rouge qui vous distribue les sandwichs, etc. Qu'est-ce que j'étais? J'étais un réfugié. J'ai vécu ça. Et après, il a fallu se débrouiller, où on est monté sur Paris, on vivait à 4, mon beau-frère, mes 2 sœurs et moi, dans une pièce que nous avions louée, et nous étions à 4 dans cette pièce pendant quelques mois à Paris. Et Paris, pour un jeune qui était né en Méditerranée, imaginez ce que c'est quand on a 12 ans, on se retrouve et que la famille est explosée. Ma mère, mon père, après 3 mois, avait réussi à nous rejoindre, et mon père était reparti en Algérie parce que les choses s'étaient calmées. Ma mère est partie avec lui, mais en nous disant, écoutez, je préfère partir seule, sans vous, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. Et on s'est retrouvés comme ça à Paris. Alors imaginez, je le dis dans le livre, quand vous êtes habitué à manger du couscous, quand vous êtes habitué à manger une nourriture méditerranéenne, que vous avez des tagines, que vous avez les spaghettis bolognaises que faisait ma mère, etc., et que vous vous retrouvez à la cantine, parce que comme vous êtes un réfugié, vous avez droit à la cantine, et que c'est gratuit pour vous, et qu'à la cantine, vous retrouvez les pommes de terre persillées, d'accord, les haricots verts,
et une viande qui était à peine cuite, etc., et que vous mangez ça, vous vous dites, mais dans quel monde je suis tombé? Tout paraissait froid, tout paraissait manquer de vie, etc. Ça manquait d'odeur. Moi, l'Algérie, c'est des odeurs. C'est les épices, c'est en même temps la couleur, c'est la lumière, c'est tout ça. Et vous retombez dans un monde qui n'est plus le vôtre. Alors, vous me dites les réfugiés? Mais les réfugiés, je connais. Tout ça, pourquoi je dis ça? Parce que ça fonde en même temps ce que je suis aujourd'hui. Ça fonde aujourd'hui ce que je suis. Ça fonde l'engagement qui a été le mien, comme médecin. D'accord? Pour aller, bien évidemment, enfant, bien évidemment, pour soigner, etc. Et ça, c'était une vocation qui est apparue brutalement, sans savoir pourquoi. Je ne suis pas d'une famille de médecins. Mon père était tailleur, il faisait des costumes, etc. Je ne suis pas d'une famille de médecins. Et puis un jour, en marchant dans la rue, un de mes camarades me dit « Qu'est-ce que tu feras plus tard ?» Je lui dis ben, « Je serai médecin. » Et cette idée d'être médecin ne m'a jamais plus quitté, profondément, sans savoir. Et j'ai tout fait pour être médecin. Tout fait. Et puis, l'armée, et parce que j'avais toujours connu l'armée, l'environnement dans lequel j'étais, la guerre d'Algérie faisait que les militaires étaient partout. Quand nous allions d'Oran à Tunisie, en Tunisie où nous avions de la famille, dans le train, il y avait des militaires partout. Et moi, enfant, je discutais, ils me donnaient une partie de leur boîte de ration qu'ils ouvraient, ils me distribuaient des bonbons, ils me distribuaient du chocolat, ils me donnaient leurs insignes, etc. C'était un monde en même temps de la guerre, c'était un monde, etc. Et comme de toute façon, je n'avais pas de sous, l'armée, c'était une bonne chose. L'armée était vraiment un ascenseur social, d'accord? En rentrant dans l'armée, eh bien, j'ai eu une carrière qui m'a conduit à être médecin général. L'armée, c'est profondément le lieu au même temps, c'est vraiment un lieu de mixité sociale, c'est vraiment un lieu, un ascenseur social et de promotion sociale. L'armée, c'est vrai, ça l'est, et ça l'est encore. Donc, où ce sont les compétences qui sont mises en avant et non pas ce que vous êtes comme individu par votre identité. On ne vous sélectionne pas comme ça. Vous avez la possibilité et on vous prend sur vos compétences. Et on vous juge sur vos compétences, les uns après les autres. Et donc, regardez, moi j'ai fait une carrière militaire qui m'a conduit jusqu'à être médecin général. Et j'ai voulu être anesthésiste réanimateur. J'ai été anesthésiste réanimateur, j'ai passé des concours, etc. À un moment donné, on m'a proposé même de passer l'agrégation. Je suis devenu professeur agrégé de médecine d'urgence et j'ai même été le premier agrégé de France de médecine d'urgence et de catastrophe. Et donc, j'ai eu une carrière et j'ai eu la carrière que j'ai voulu. Parce que j'étais dans une ambiance dans laquelle cela me portait en même temps. Je voulais en même temps participer, parce que aussi par les lectures que j'avais pu faire, etc., j'étais dans une espèce de monde où le monde est ouvert, et donc auquel je voulais aller vers le monde. Et l'armée me l'a donné aussi. Je suis allé en Afrique plusieurs fois, je suis allé en Amérique du Nord, je suis allé, etc. J'ai voyagé, et j'ai eu la vie que je voulais. Et puis à un moment donné, quand je suis devenu médecin général, on m'a fait comprendre que malheureusement maintenant il fallait que je devienne administratif et que je passe en ce qu'on appelle le 4e grade. En disant bon, vous devez quitter l'hôpital, etc. Mais je me sentais beaucoup trop jeune, j'avais 52 ans, je venais à 58 ans, pourquoi? On voulait faire de moi un administratif, d'accord? On avait une vision carriériste pour moi qui n'était pas la mienne. Moi je voulais rester à côté du malade. Donc je voulais rester avec le technique. Et donc à un moment donné, il y a eu un divorce entre ma hiérarchie et moi, d'accord? En disant non, ça ne m'intéresse pas. La carrière administrative pour passer ensuite 3 étoiles, 4 étoiles, j'en avais 2, on voulait que je passe aux autres, ça ne m'apportera rien, c'est pas ce que je veux. Et donc j'ai quitté l'armée. Je n'ai pas quitté l'armée parce qu'il y a eu un divorce, c'est simplement le fait que les voies de carrière ne me correspondaient pas. Voilà. Donc c'est parti comme ça. J'avais été engagé sur plusieurs terrains, et l'armée profondément, quand on connaît son histoire, chaque fois que nous étions partis quelque part, nous avons toujours fait de l'humanitaire. Peut-être peu de gens le savent. La lutte contre les maladies tropicales, en Afrique et ailleurs, ce sont les médecins militaires. La lutte contre le paludisme, ce sont les médecins militaires. La lutte contre la peste, ce sont les médecins militaires, qui ont fait les grands noms de la médecine coloniale et de la médecine tropicale. Les grands noms, ce sont les médecins militaires qui les ont faits. Là, tous les avancées médicaux se sont faites en 14 juillet 39-45. La chirurgie esthétique, 14-18, les médecins militaires. Parce qu'il fallait réparer tous ceux qui avaient les gueules cassées.
Et donc, toutes les bases de la chirurgie esthétique réparatrice, la médecine militaire. Je vous invite à aller au Val-de-Grâce, visiter le musée du service de santé pour vous en rendre compte des avancées au même temps que cela a permis. Transfusion sanguine, le service de santé des armées. Et donc là, on s'est retrouvé confronté à une réalité, c'est l'apparition de la réanimation. Qu'est-ce qu'elle a apporté, la réanimation? Elle a apporté quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que nous étions capables, aujourd'hui, et dans les années 90 en particulier, où a émergé la réanimation progressivement, s'est constituée comme une discipline à part entière, c'est que nous avions les moyens de maintenir en vie quelqu'un qui allait mourir. Et donc, maintenir en vie quelqu'un qui allait mourir, c'est au même temps augmenter ses chances d'être pris en charge. Et donc, nous avions un concept qui était un concept dans les situations de catastrophe ou de guerre, un concept de chirurgie, d'accord? Et là, on passait à un autre concept, qui est un concept de stabilisation, en vue de transférer le malade vers une structure capable de le prendre en charge, d'accord, parce qu'elle est plus performante, ou alors de permettre d'attendre que le chirurgien l'opère. Donc, toutes les techniques qu'ont développé la réanimation, toutes les techniques de réanimation, l'assistance respiratoire, l'assistance et le soutien cardiaque, etc., la relance et le soutien de la tension artérielle, toutes ces techniques de la réanimation avaient transformé complètement la prise en charge du malade. Tout ça, ça avait déjà été le fait durant la guerre, et en particulier mis en place durant la guerre d'Indochine. Durant la guerre d'Algérie en particulier, c'était le transfert immédiat par hélicoptère. D'accord? Et on voit maintenant les hélicoptères, etc. Ça a été ça. Et les Américains l'ont repris ensuite pendant la guerre du Vietnam, le transfert en hélico, d'accord? Avec les paramédics, etc. Tout ça, c'est l'évolution des conflits et des guerres qui ont permis de mettre ça en place. Moi, je me sens dans ce chemin-là. Et donc, je suis, à un moment donné, vous comprendrez pourquoi, devenu en même temps, il était nécessaire de former d'une manière très spécifique les médecins militaires à la prise en charge des blessés de guerre à l'avant, d'accord, pour les ramener à l'arrière et en sauver le maximum. Nous avions élaboré un concept qui est le concept zéro mort, d'accord, essayer de faire en sorte que nous puissions ramener tous les hommes à la maison, d'accord. Donc on avait mis en place un dispositif du service de santé en se donnant le maximum de moyens, y compris la robotique. Sachez que le service de santé a développé la télémédecine, a développé la robotique, etc. D'accord? Pour justement ramener, si possible, les blessés qui sont en Afghanistan ou ailleurs, et pouvoir les ramener vivants en France. Ramener vivants en France. Et donc, c'est comme ça que, progressivement, d'anesthésiste réanimateur, je me suis orienté plutôt vers l'urgence, et la médecine de catastrophe. Et donc, nous avons créé la première chaire de médecine d'urgence et de catastrophe, dont j'étais avant que les civils le font. Tout ça pour expliquer une histoire. Partout où nous allions, en Afrique et ailleurs, nous nous occupions en même temps des populations qui venaient spontanément dans les structures médicales que nous avions en Afrique et ailleurs. On faisait de la médecine humanitaire. Avec mes camarades au Tchad ou ailleurs, le matin, quand nous étions là en attente, avec le chirurgien, l'antenne chirurgicale dans laquelle j'étais, on était là le matin, les populations venaient à notre antenne chirurgicale, et le chirurgien me disait « Qu'est-ce que tu veux que j'opère ce matin ?» C'est moi qui faisais la consultation, je dis « On peut faire des thyroïdes, on peut faire éventuellement des calculs vésicaux, etc. » Et on prenait les civils qui étaient là, les populations africaines, etc., et on les opérait. Et on soignait, etc. Et on faisait ça en attendant éventuellement de soutien. Donc c'est une vocation du service de santé, ça a toujours été une vocation du service de santé que de se porter vers l'humanitaire. Toujours. Alors, vous comprenez que tout cela fonde une histoire. Et quand j'ai quitté le service de santé, d'accord, et que j'étais responsable d'un service de réanimation que j'ai créé à la polyclinique de Gentilly à Nancy, un matin, 7h du matin, dans la voiture qui me conduisait à Nancy, eh bien, j'entends un médecin syrien, franco-syrien, se faire interviewer sur France Culture. Et ce médecin syrien, Ahmed Banané, qui est un ami maintenant, expliquait qu'en Syrie, c'était en 2012, c'était en septembre 2012, il expliquait qu'en Syrie, les hôpitaux étaient des cibles du régime,
et se faisaient bombarder, et que les médecins, le personnel soignant, qui avait été attrapé en soignant des rebelles ou en soignant des blessés, étaient considérés eux-mêmes comme des rebelles, ils étaient arrêtés, tués, etc. Et que les étaient détruits. Obligeant ainsi une organisation à se mettre en place, qui est une organisation de type clandestine, pour soigner les gens. Or, le problème, c'est que la guerre en Syrie est une guerre urbaine. Que les hôpitaux qui étaient là, le personnel soignant qui était là, était un personnel soignant qui n'était pas du tout fait pour la guerre. Il était là pour soigner les populations. Dans les centres, les dispensaires, les hôpitaux locaux, les hôpitaux régionaux, etc., ils étaient là pour soigner. D'un seul coup, la guerre s'est développée essentiellement dans les villes. Quartier contre quartier, rue contre rue, etc. À qui les prend pour essayer de reprendre une ville? Les médecins avaient-ils le choix? Est-ce qu'on leur donnait le choix? Non, on ne leur donnait pas le choix. Les blessés arrivaient. Ils arrivaient à l'hôpital. Et donc les médecins, le personnel soignant se voyaient dans l'obligation de soigner. Quand les rebelles arrivaient avec leurs armes blessées, etc., est-ce que les médecins leur demandaient le choix, s'ils avaient le choix de les soigner ou pas? Pas du tout. Comme personnel soignant, nous avons un serment qui nous fait obligation de soigner. Alors, on ne pose pas la question, et le serment, si vous le lisez bien, le serment d'Hippocrate. Et dans le monde arabe, ils ont un serment qui est identique, c'est le serment de Maïmonide. Mais c'est le même. Il reprend les mêmes termes. Qu'est-ce qu'il dit, ce serment? Vous avez obligation de soigner les hommes, quelles que soient les différences qui peuvent y avoir entre eux. Différences de culture, différences de langue, différences de peau, différences, etc. Vous avez une obligation. En fait, si vous regardez bien, ce serment d'Hippocrate qui a plus de 3000 ans, il reconnaît qu'il n'y a qu'une seule humanité. Et fondamentalement, il fonde l'humanité, ce serment, puisqu'il fait obligation à quelqu'un d'aller vers celui qui est en souffrance et de ne pas se poser la question de la différence qu'il peut y avoir entre lui et moi, entre l'étranger, d'accord, et soi. Et de ce point de vue-là, le serment d'Hippocrate est magnifique, parce qu'il fonde bien le fait que nous n'avons qu'une seule humanité. Et il impose aux soignants, justement, de reconnaître aussi cette humanité-là. Et donc, là, en Syrie, d'accord, il y avait un déni d'humanité. Tu es un soignant parce qu'il est en train de soigner, d'accord, des personnes qui ne conviennent pas au régime, ben c'est un déni d'humanité, bien évidemment. Est-ce que les médecins avaient le choix? Est-ce que les infirmiers avaient le choix? Est-ce que non? Pas du tout, ils n'avaient pas le choix. Ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire, c'est-à-dire de soigner, sans se poser de questions. Et donc, quand on détruit un hôpital, pour moi, dans mon éthique personnelle, d'accord, eh bien, c'était insupportable d'entendre ça. C'était très insupportable. Et donc, ça m'a tellement révulsé que immédiatement j'ai pris contact avec l'association en question, qui est l'USSM, en disant ben, je veux aller en Syrie. Alors, je veux aller en Syrie dans un milieu de guerre, mais d'où est-ce que je venais? Je venais de l'armée, j'avais fait les commandos, j'avais été en situation de guerre en Yougoslavie, dans le Golfe, j'avais été au Tchad, j'avais été aux Comores, etc. J'avais pratiquement fait toutes les guerres de ces 20 dernières années. Donc aller en Syrie, c'était un lieu de guerre, mais j'étais allé déjà. Donc je savais les risques, je savais les périls que cela pouvait coûter. Et je suis allé en Syrie de manière clandestine. Et je suis allé la première fois dans une petite ville qui s'appelle Dana, à l'ouest d'Alep, à environ 60 km, 40 à 60 km d'Alep. Et là, je suis arrivé, dès que je suis rentré dans l'hôpital, c'était un dimanche, vers 16h, je suis allé m'habiller au bloc opératoire. Le chirurgien parlait français. Alors, le hasard, le chirurgien qui était là était responsable, le docteur Joma. Il parlait français parce qu'il avait été formé à la chirurgie vasculaire à Lyon. Et donc, il me montre son bureau pour y déposer mon sac. Je vais au bloc opératoire pour passer une tenue. Je retourne avec lui, ça se met à tirer de tous les côtés. Et ça tirait, ça tirait, ça tirait. De tous les côtés, c'était très proche en tous les cas de l'hôpital. Et à ce moment-là arrive une voiture, elle s'arrête, on descend un homme qui était blessé au niveau de son creux poplité, au niveau de son genou, il saignait abondamment, l'homme avait la jambe repliée, les deux autres le portent comme ça, il est pris en charge par des infirmiers qui l'installent sur un brancard pour essayer de voir ce qui se passait. Moi je m'approche, à ce moment-là les tirs étaient tellement importants que ça a paniqué l'ensemble du personnel, tout le monde s'est mis à fuir.
Le blessé moi-même, on ne savait pas du tout où est-ce qu'ils allaient. Ils se mettaient à l'abri, mais comme je venais d'arriver, ils ne savaient pas où ils allaient. Et ils sont tellement partis vite que ce n'était pas possible. Le blessé a essayé de se lever, lui aussi, pour essayer de suivre un peu le mouvement des autres, mais les tirs étaient tellement importants qu'il est tombé. Et je suis resté avec lui, couché contre lui, en lui faisant compression avec mon poing, et c'est comme ça que s'est fait l'alliance entre les Syriens et moi par le sang, d'accord, où j'étais couvert de son sang en même temps, couché par terre, et ça tirait de tous les côtés. Et puis ça s'est calmé. À ce moment-là, je l'ai ramené sur son brancard, on a refait les soins. Et ça n'a pas arrêté. Depuis ce moment-là où je suis rentré dans cet hôpital, les blessés n'ont pas arrêté d'affluer, les combats se faisaient sans cesse. J'ai rencontré mes collègues, j'étais tellement dans le feu de l'action que vers 18h, on est venu me chercher en me disant je n'avais pas mangé depuis le matin, et en me disant on a apporté le repas. Donc si vous voulez descendre. Et c'est autour du plat, qui était fait de riz, de viande, etc., et d'arachide, un plat très connu, en tout cas en Syrie, partagé en commun avec eux, que j'ai fait leur connaissance. Et après, on a continué à travailler. Le mardi, au soir, vers 2h du matin, les choses étaient calmes, je suis allé me coucher. Comme il y avait eu ces bombardements, etc., la plupart de mes collègues avaient déménagé de la pièce qui était là pour aller se mettre plutôt dans la cave. Bon, moi, je suis resté. J'étais le seul dans cette pièce, je suis resté dans cette pièce. Et puis à 2h du matin, je me suis couché. À 4h du matin, le muezzin se met à chanter tout proche de l'endroit où j'étais, et d'une manière très forte. Et ça m'a réveillé. Et à ce moment-là, je me suis retourné sur moi-même, et je ne sais pas, je me suis levé, je me suis couché par terre, recroquevillé sur moi-même, et tout a explosé au même moment. Nous étions bombardés, et nous avons été bombardés. Et tout a explosé dans l'hôpital. Et si j'étais resté sur mon lit, la grande baie vitrée qui était derrière était affalée dessus, etc. Et donc je m'en étais sorti. Il y avait du verre partout, d'accord, et tout était soufflé. J'ai vu 2 hommes partir vers une cave, je les ai rejoints, on a attendu pour savoir s'il y avait éventuellement pas un deuxième bombardement. Non, il ne s'est rien passé, nous sommes allés à l'hôpital, il y avait des blessés, des infirmiers, etc. L'hôpital, nous avons tout évacué. Et puis, j'étais allé en Syrie, d'accord, les hôpitaux étaient des cibles. Oui, les hôpitaux étaient des cibles. D'accord, j'en avais fait la preuve. Je suis parti dans un autre hôpital, puisque j'avais pris 2 semaines de vacances, c'était Al-Bab, qui était au nord-est d'Alep. L'hôpital de la ville avait déjà été détruit. L'hôpital régional de la ville avait déjà été détruit. Et je suis allé dans un hôpital clandestin qui avait été créé en place dans une grande villa d'un dignitaire. J'ai travaillé avec eux. Et là, bien entendu, c'est de me rendre compte qu'ils ne savaient pas faire, que mes collègues syriens ne savaient pas faire. Ils ne savaient pas faire quoi? Ils ne savaient pas trier les malades qui arrivaient, les afflux massifs. Déjà, à Dana, c'était pareil. Ils voulaient tout soigner au même temps, au même niveau. Or, quand vous recevez un afflux massif, comme ça, des blessés, eh bien, et que vous êtes peu nombreux, que vous avez peu de moyens, que vous n'avez pas de sang, etc., vous devez trier vos blessés. Le but étant d'essayer de sauver le maximum et de ne pas sauver tout le monde. Et vous voyez combien c'est un vrai problème de choix en même temps. Donc, trier. Et trier, c'est à géométrie variable. Parce qu'au début, vous avez beaucoup, les gens sont en forme, etc. Le temps passe, les blessés continuent à arriver, et vous avez consommé vos moyens, vous n'avez plus de pansement, vous n'avez plus de perfusion, vous n'avez plus de ceci. Donc ça veut dire quoi? À celui-là, tu ne mets pas une perfusion. Là, je lui aurais mis normalement, mais là, celui-là, tu ne donnes pas. À celui-là, si, tu peux lui en donner. D'accord? Mais va lentement, etc. Et donc, on se met comme ça, à trier les malades. Pour essayer. Celui-là, non, tu ne l'opères pas. Pourquoi? Mais parce que ça va prendre trop de temps. D'accord? Et puis, on n'est pas sûr de l'en sortir. Alors, laisse-le, on va le laisser mourir, etc. Il ne savait pas trier. Il ne savait pas faire. Il voulait travailler comme il travaillait tous les jours. Essayer de soigner les gens au fur et à mesure. Or, ce n'était pas possible. Les chirurgiens voulaient faire de la chirurgie totale et complète. Non, on ne fait pas ça. On fait ce qu'on appelle le damage control. Quand quelqu'un arrive avec une jambe fracassée, d'accord? Eh bien, tant pis, si elle est fracassée, on lui met une attelle, d'accord? On met dessus, on met du gel antiseptique, on bande, d'accord? Et puis on verra ça plus tard. Ce n'est pas une urgence, c'est une urgence relative, d'accord? Etc., etc. Donc ils ne savaient pas trier, ils ne savaient pas faire la différence entre une urgence absolue et une urgence relative, ils ne savaient pas non plus protocoliser leurs soins, les gens souffraient beaucoup, d'accord? Ils ne protocolisaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire protocoliser? On se dit, douleur de type 1, douleur de type 2, douleur de type 3, douleur de type 1, tu donnes ça, douleur de type 2, tu donnes ça, douleur de type 3, tu parles la morphine, etc. Voilà. Ils ne savaient pas faire ça.
Et donc, ça aussi, ça s'apprend. Les antibiotiques, chacun utilisait ses antibiotiques. Ça, vous ne pouvez pas utiliser les antibiotiques, chacun veut, vous n'en avez pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on vise? On vise plutôt, on recherche à prévenir la gangrène. D'accord? Donc, on utilise la pénicilline plutôt et le métronidazole, qui sont deux antibiotiques associés ensemble qui luttent contre les bactéries, contre la gangrène. D'accord? Et puis, on essaye de couper toutes les peaux qui sont mortes, etc., pour ne pas faciliter. Ça, on le fait très rapidement, ça s'appelle un parage. Et on donne que ces antibiotiques-là, et seulement ces antibiotiques-là. Ça se protocolise aussi. Donc vous voyez qu'il y avait des choses à apprendre, et il fallait leur apprendre. Et quand j'ai quitté Al-Bab, toujours en passant sous les pare-balais turcs, et que j'ai retrouvé à Paris mes collègues de l'USSM, je leur ai dit, ce que je peux faire, c'est vous aider, d'accord, en formant le personnel soignant en Syrie. Et ça m'a lancé dans une aventure qui perdure encore aujourd'hui, pendant 7 ans. Nous avons créé le centre de formation de Bab el-Awa. Nous avons créé un centre de formation à la frontière syro-libanaise. Ce centre de formation a fonctionné pendant 18 mois, clandestinement, dans une maison, où nous recevions les médecins qui sortaient clandestinement de Syrie pour se faire former, parce que nous étions là. Nous étions la ville de Arsal, si vous regardez sur une carte, est une petite ville à la frontière syro-libanaise, et elle est en pleine Beka, c'est-à-dire sous contrôle du Hezbollah. C'est d'ailleurs des chiites. Nous, pour aller jusqu'à Arsal, il fallait y aller clandestinement aussi, pour ne pas se faire repérer quand on allait dans cette ville-là. Et nous avons travaillé clandestinement pendant 18 mois dans cet appartement qui nous servait le jour de formation, la nuit de dortoir, etc. Et on dormait ensemble, tous ensemble dans la même pièce pendant 18 mois. Et puis la ville de Arsal a été attaquée et il a fallu partir en vitesse avec tout notre matériel, etc. Et puis là, maintenant, en Jordanie, nous avons essayé de monter un centre de formation en Jordanie. Et puis là, nous sommes en train de mettre en place un centre de formation à l'est de la Syrie, dans la ville de Derik, qui ont été libérés de Daesh. Et donc là, c'est là où j'ai fait 4 voyages maintenant. À Bab el-Awa, aujourd'hui, Bab el-Awa est autonome. Nous avons été bombardés une fois, il a fallu reconstruire le centre de formation de Bab el-Awa. On le construira mieux. Aujourd'hui, nous avons formé 12 000 personnes en Syrie sur les 6 ans qui sont passés. 12 000 personnes, les secouristes, les casques blancs, nous les avons formés. Nous avons formé le personnel infirmier, les chirurgiens. Nous avons formé la chirurgie de guerre. Nous leur avons appris à utiliser des échographes d'urgence transportables. Nous avons, à un moment donné, eh bien, comme les hôpitaux étaient détruits, que les gens compétents partaient, les infirmiers, les médecins, compétents partaient du fait de la guerre, de la violence de la guerre, etc., mais qui peut ne pas les comprendre que de vouloir à un moment donné se réfugier eux aussi avec leur famille. Alors, bien évidemment, qui les remplaçait dans les hôpitaux? Les étudiants en médecine, des étudiants de chirurgie de première année. Et voilà qui devenaient spécialistes à leur tour, puisque leur maître était parti, c'est eux qui tenaient. Et j'ai vu un infirmier qui avait été pendant 10 ans, ce qu'on appelle un nibod, c'est-à-dire un penseur, qui pendant 10 ans avait travaillé avec un chirurgien vasculaire. C'était l'infirmier qui faisait la chirurgie vasculaire, l'infirmier, et c'était un médecin généraliste qui tenait les écarteurs d'infirmiers. En Syrie, c'est ça la situation dans les hôpitaux. Un extraordinaire courage que constamment, je donnerai encore aujourd'hui, le courage des personnels soignants. Allez à l'hôpital tous les matins pour une somme ridicule qui vous est donnée. D'accord? Dans une situation économique où c'est le marché noir qui domine, la violence, etc. Sachant que dans la journée, votre hôpital sera peut-être bombardé, que vous y perdrez la vie. Et pourtant, continuez tous les jours à y retourner. Et quand votre hôpital est bombardé et que vous en êtes sorti, récupérez dans les décombres tout le matériel qui peut être encore utilisé. Essayez de retrouver un autre endroit, dans une cave ou ailleurs, pour recréer une nouvelle structure médicale. Et la population qui est autour, qui vous dit non, pas ici, pas ici. Parce que si vous êtes une structure médicale, vous risquez de nous faire bombarder. Et pourtant, malgré tout, essayez de trouver des endroits et recommencer. Et jour après jour, recommencer. Avec courage et revenir, etc. C'est une réalité. Donc il a fallu former des sages-femmes. Parce qu'il a commencé à manquer de sages-femmes. C'était une femme de service, par exemple, qui se retrouvait infirmière
manquait d'infirmiers. Et cette femme de service qui était devenue infirmière, du jour au lendemain, elle était sage-femme, sans savoir du tout qu'est-ce que l'accouchement normal. Donc il a fallu former ces personnels devenus sages-femmes à leur apprendre qu'est-ce qu'un accouchement. Et en quoi un accouchement est normal, et comment on reconnaît à un moment donné que l'accouchement est anormal, pour essayer de transférer le plus rapidement possible dans la structure où il n'y avait qu'une seule gynécologue. Je vous rappelle que sur Alep, 300 000 personnes, il n'y avait plus qu'une seule gynécologue. Une seule gynécologue. Il a fallu former des infirmiers. Il n'y en avait plus. En 4 mois, nous avons essayé de former les infirmiers pour qu'ils puissent prendre la relève de ceux qui étaient partis ou de ceux qui avaient été tués en permanence. Et ça, c'est la réalité de la Syrie. Avec une violence dont vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'on est dans un pays sans foi ni loi. Que ce soit les groupes islamistes, d'accord, Daesh, etc., ou que ce soit le régime, qui prend en compte justement la souffrance de ce peuple, qui prend en compte la vie dans laquelle ils sont soumis, qui prend en compte en sachant que demain n'est pas sûr, que demain vous perdrez vos enfants, etc., qui prend en compte le fait que vous allez traverser par exemple un barrage pour aller d'un endroit à un autre, que vous allez être arrêté et qu'on va vous racketter, c'est-à-dire qu'on va vous enlever et qu'on exigera de votre famille de payer. Parce qu'au même temps, vous avez ça. D'accord ? Et que tout se négocie. Qu'on est dans un pays, au même temps, où comme il n'y a plus de loi, bien évidemment, mais que ce soit le régime, comme ce soit aussi les Russes, d'accord, qui est corrompu. Il y a une corruption dont vous ne pouvez pas imaginer. Tout s'achète, tout se vend. Tout s'achète, tout se vend. Tout. Vous pouvez avoir, si vous payez, vous pouvez réussir à obtenir, vous êtes insuffisant rénal, votre famille a réussi à trouver de l'argent, elle peut réussir à vous faire rentrer de Turquie un rein pour vous dialyser. Mais pendant combien de temps ? Pendant combien de temps ? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la famille va finir par accepter, parce qu'elle aura plus d'argent, de le laisser mourir, qu'il ne sera plus dialysé. Et c'est cette violence-là qui est constante. Et on en arrive à des situations moyenâgeuses. Des zones entières qui sont assiégées. Mais assiégées, comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne laisse rentrer aucune nourriture à l'intérieur. On assiège pour que les gens meurent de faim, pour que la pression soit si importante. En 21e siècle, en Syrie, on assiège, comme au Moyen-Âge. C'est ce qui s'est passé à Alep, c'est ce qui s'est passé à Daraa, c'est ce qui s'est passé à la Ghouta. Là, pendant des mois, 8 mois de siège. 8 mois de siège à la Ghouta, où les gens avaient faim. Alors, est-ce qu'on peut acheter de la nourriture ? Oui, on peut acheter. Si vous payez, il y a toujours un commerçant à l'intérieur de la Ghouta qui est en lien avec un commerçant qui est à l'extérieur de la Ghouta, qui va se mettre en accord au niveau du checkpoint, avec les gens du régime, qui sont tellement corrompus, d'accord, qui vont laisser passer le riz, qui vont laisser passer, etc. Mais qui a l'argent à l'intérieur de la Ghouta pour acheter ? Qui a l'argent ? D'accord ? Donc quelques-uns qui passent commande, qui ont encore de l'argent et qui peuvent passer commande. Donc voilà. Et puis après quoi ? Et bien alors, les Russes ont mis au point une tactique qui consiste dans un premier temps en encercle, deuxième temps en assiège, et troisième temps on bombarde. Et on bombarde sans arrêt, jour et nuit. Avec quoi ? Avec toutes les armes. Le napalm, le phosphore, un mélange napalm, phosphore, et puis le chlore, et puis maintenant le chimique, samedi, etc. Parce qu'un groupe ne voulait pas céder et quitter Douma. D'accord ? Donc ils ont utilisé à ce moment-là. C'est constant. Voilà ce que c'est que la Syrie. Voilà ce que c'est que la Syrie depuis maintenant 7 ans. Alors, ce qui m'indigne profondément, ils sont tous dans leur recherche politique. Et encore, notre président dit on peut bien sûr bombarder, mais nous savons tous que la solution en Syrie est une solution politique. D'accord ? Mais depuis 7 ans, où est la solution politique depuis 7 ans ? Puisque chacun des intervenants ne cherche que ses propres intérêts. Les Turcs veulent se débarrasser des Kurdes, les Iraniens veulent augmenter leur zone d'influence jusqu'à la Méditerranée, Poutine, il veut montrer en même temps qu'il a sa puissance et sa zone d'influence par rapport à l'Occident, et on est dans une guerre froide, que les Russes appellent d'ailleurs la paix froide, d'accord ? Maintenant c'est clair, donc on se sépare le monde, voilà. Et chacun des protagonistes ne cherche pas l'intérêt du peuple qui est là, ils cherchent que à aboutir à mettre en place leurs propres intérêts. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? De l'autre côté, il y a un monde occidental qui est devenu ventre mou.
c'est-à-dire qui ne réagit pas, qui trouve toujours de bons alibis pour ne pas intervenir, parce qu'il n'a plus envie de se confronter. Parce que, est-ce que c'est que nous nous sommes endormis, qu'à un moment donné, il faut savoir dire non, à un moment donné, dire ça suffit, et nous aurions dû le dire. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Avons-nous peur au point que nous n'avons plus risqué nos vies? Pourtant, nous avons nos enfants. Vous avez ceux qui sont partis avec Daesh, mais vous avez aussi ceux qui sont partis avec les Kurdes pour combattre Daesh. Moi, je les ai vus. J'ai vu leurs photos de ceux qui étaient morts. Un Australien, des Anglais, des Portugais, des Français, un Breton d'ailleurs, qui est mort aussi, il n'y a pas très longtemps. Alors, nous avons aussi des gens qui ont du courage, capables de se lever et de dire Daesh ne passera pas. Daesh ne passera pas. Nous avons, et alors pourquoi nos gouvernants sont-ils si timorés? De quoi ont-ils peur? À un moment donné, contre le mal, il faut faire barrage au mal. Il faut faire barrage au mal. Et il faut savoir se lever et dire non, vous ne passerez pas. Le mal avance parce que justement les hommes de bien ne se lèvent pas, parce que nous sommes toujours en train de dire oui, mais c'est pas possible, oui, mais à un moment donné, il faut dire non. C'est pour ça que je vous dis que je suis heureux de vous voir ici, vous les jeunes. Parce qu'il faut savoir dire non. C'est pas à nous. Car je pense que notre génération est timorée. Notre génération n'a pas connu la guerre et ne sait pas ce qu'est la guerre. Et notre génération, en fin de compte, n'est pas en mesure de vous faire des leçons. Elle n'est pas en mesure de vous faire des leçons. Parce qu'elle n'a pas le droit de vous faire des leçons, parce qu'elle est timorée, notre génération. Or, le monde qui est en train de s'ouvrir est un monde dangereux. Il est un monde dangereux. Si vous n'en prenez pas conscience, si vous ne voyez pas, je vais vous citer Orban, qui a été élu maintenant. Si vous reprenez son discours, vous remplacez chrétien par race pure, vous avez le même discours que Hitler. Enlevez le mot chrétien, Orban se présente comme le défenseur des chrétiens et de la nation hongroise. Vous enlevez chrétien et vous mettez race pure et vous mettez nation germanique, vous avez le discours de Hitler en 1936. Et vous avez le même discours. Notion de nation, une nation qu'il faut préserver parce que vous avez à l'extérieur des ennemis, qui sont les ennemis des migrants qui arrivent, les Arabes. Contre quoi? Contre l'identité chrétienne. D'accord? Et bien, vous avez le discours de 1936 de Hitler. Et bien, ça ne présage rien de bon que de voir s'élever ces égoïsmes-là et ces fermetures-là. Car être chrétien, et c'est là où est ma foi, être chrétien, ça n'est pas un aspect identitaire. Je ne suis pas d'identité chrétienne. Ma foi est chrétienne. Et en prenant ma foi comme chrétien, eh bien, je suis un homme ouvert au monde. Donc maintenant, on va faire des échanges avec la salle, bien entendu. Je pense que vous avez des questions à poser. Qui a une question? Moi, j'ai une information, pas une question. Merci, docteur Petit. Je pense que, quels que soient les mots, on ne peut pas en fait trouver les vocabulaires nécessaires pour vous remercier en tant que franco-syrien et en tant qu'humain, tout simplement. J'ai voulu juste donner une image aussi, malheureusement, quand les Syriens, les civils syriens, qui sont touchés par les bombardements dans les zones libérées, et il y avait aussi beaucoup de Syriens qui sont qui vivent sous le régime, et ces Syriens qui manifestaient pacifiquement. Il s'est passé une chose incroyable. Souvent, la réponse du régime, c'était par les balles réelles. Et certains civils syriens blessés, ils allaient, bien sûr, il y avait que les hôpitaux du régime.
Et ce qui est incroyable, certains médecins dans ces hôpitaux achevaient les blessés. Et ça, c'est une réalité. J'ai le cas de plusieurs cousins de ma famille dans une ville qui s'appelle Talcala. Ils manifestaient pacifiquement en 2012 et les jeunes manifestaient la nuit pour justement ne pas tomber dans les barrages ou aux mains des polices, des polices de régime. Et au moins 5 de ses cousins ont été blessés et ont été achevés à l'hôpital de la ville, en fait. J'ai eu beaucoup de témoignages durs, vraiment durs, en fait. Et c'était malheureusement certains de ces corps médicaux dont ils dépendaient du régime achevaient les blessés civils. Donc, vous imaginez en fait les Syriens civils, comment ils étaient pris en otage dans la partie libérée, bombardée, parce que le régime souhaitait bombarder l'environnement civil, et de l'autre côté, les civils dans la partie régime, ils étaient aussi pris en otage par le corps médical en cas de... Je n'ai jamais eu cela. Pendant ces 7 années au contact de tous mes collègues, je n'ai jamais entendu cela. C'est la première fois que j'entends ça. Par contre, j'ai eu, moi, des histoires. C'est-à-dire que les Chabias rentraient dans les hôpitaux en question et arrêtaient tous les blessés qui étaient et les tuaient. Je peux même vous rapporter l'histoire du docteur Nahas que j'ai rencontré à Dana la première fois, qui est chirurgien orthopédiste, qui avait une clinique à Damas. Et sa femme est biologiste, la clinique était là, il avait 2 associés qui étaient là. Il a reçu donc des blessés, le lendemain matin, lui était chez lui, il reçoit un coup de téléphone en disant « Ne viens pas ». Les Chabias, c'est-à-dire les milices du régime, sont là parce qu'il avait soigné des blessés et ils ont voulu arrêter les médecins. Un des médecins a voulu s'échapper, il a été tué. L'autre a été arrêté. Lui, immédiatement, s'est réfugié auprès de sa tante dans la périphérie de Damas. Il a fait venir sa famille. Il a vendu sa voiture. Il a récupéré 50 000 $. Il a réussi à... Il avait un cousin à l'aéroport de Damas. A priori, on ne le recherchait pas. Il est parti directement à l'aéroport. De l'aéroport, ils se sont envolés avec le premier avion sur l'Égypte. Arrivé en Égypte, eh bien, il a essayé, on lui refusait le droit de travailler. Il ne pouvait pas travailler. Et ses enfants ne pouvaient pas rentrés à l'université, ne pouvaient pas continuer leurs études. Donc il est parti en Jordanie. En Jordanie, il a pu scolariser ses enfants, mais il ne pouvait pas travailler non plus, puisqu'on ne lui reconnaissait pas le droit, il n'était pas inscrit à l'ordre des médecins jordaniens. Et donc, il est revenu en Syrie, dans le nord, à Dana, et c'est là que, la première fois où j'étais à Dana, c'est là que je l'ai rencontré. Et donc, après le bombardement, le docteur Nahas est parti à Alep, travailler à Alep. Tous les 15 jours, dès lors qu'il était payé, il prenait l'avion pour retourner en Jordanie, ramener l'argent à sa famille pour pouvoir les faire vivre. Jusqu'au jour où les Jordaniens ont refusé de le faire rentrer en Jordanie. Parce qu'il n'était pas sorti régulièrement, il n'avait pas sur son passeport le tampon du régime, comme quoi il était sorti normalement de son pays. Donc les Jordaniens ne l'ont plus autorisé. Il est parti à ce moment-là travailler au Yémen, avant la guerre au Yémen, avec le Croissant Rouge yéménite, d'accord, là-bas. Il y a travaillé, et puis il est resté 1 an sans voir sa famille. 1 an sans voir sa famille. Et puis après, quand la guerre s'est déclenchée, il a quitté le Yémen, il est parti en Arabie Saoudite, il a fait le siège de l'ambassade de Jordanie, qui a fini par lui donner un visa pour raison humanitaire. Il est donc retourné en Jordanie, où il a pu voir sa famille après 1 an. Bien entendu, nous avions un contact, il m'a contacté en me disant « Est-ce que nous pouvons venir en France, là-bas ?» Donc j'ai réussi à le faire venir en France. Et si vous regardez bien, cet homme de 50 ans a tout perdu. Il a tout perdu. Et il a perdu sa clinique, il a perdu sa vie, etc. Mais ce sont des familles qui ont une force extraordinaire. Le docteur Nahas aujourd'hui est assistant attaché à l'hôpital de Saverne en orthopédie. Voilà. En moins de 1 an. En moins d'1 an, en ayant appris le français, etc., il est là. Et je peux vous raconter d'autres histoires comme ça.
Ce que vous racontez, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Surtout à l'hôpital de Tartus. Oui. C'est passé. D'accord. À l'hôpital de Tartus, en fait, ne dis pas. j'ai des cas avec Oui. les noms, avec Oui, l'identité. Je ne dis pas. Je dis rien, je ne dis pas. Je ne dis pas, mais voilà, je vous dis en tous les cas que durant mes 7 années, avec les Syriens, avec les médecins syriens, avec le personnel syrien, je formais plus de 12 000 personnes, en ayant le réseau qui est le mien, jamais, aucun médecin syrien, aucun infirmier, aucun soignant ne m'a dit un jour un médecin a tué un malade. Jamais. Je peux vous le dire, aucun. Autrement, ça aurait été une réalité, je peux comprendre. Mais des pervers, il y en a toujours. Il suffit de se rappeler à Auschwitz, Mengele et tous les autres. Hein. C'était des médecins.